Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à ce point culture sur Batman, l'homme chauve-souris, le chevalier noir, le rongeur masqué, le plus grand détective au monde, c'est le super-héros préféré de beaucoup d'aficionados de comics, et pour cause, revenons un peu sur l'histoire de Batman. Batman est né en 1939, quelques mois avant le début de la Seconde Guerre mondiale, de l'imagination de Bill Finger et Bob Kane. Comme beaucoup de super-héros de comics, l'histoire de Batman contient beaucoup de contradictions étant donné que de nombreuses personnes se sont appropriées son histoire. Certaines dérives pouvant en fait aller assez loin. Et donc là, le Joker tue Alfred juste après que Barbara Gordon ait fait un test de grossesse pour apprendre qu'elle porte l'enfant de Robin, qui est en fait le fils de Double Face, qui en fait n'a jamais été Harvey Dent, mais Bruce Wayne déguisé. T'as pris quoi ce matin, Thierry? Héroïne. Très peu. Non, mais globalement, il y a certains points de l'histoire du personnage qui sont rarement mis à mal. C'est l'histoire de Bruce Wayne, héritier de l'Empire Wayne, de son père et de sa mère, Thomas et Martha Wayne. Un jour, en revenant du cinéma, les parents de Bruce se font abattre par un criminel du nom de Joe Chill. Bruce décide donc de combattre le crime pour venger ses parents et de revêtir un costume qui frappera d'horreur les criminels qui le verront, et c'est là qu'une chauve-souris entre par la fenêtre, ce qui lui inspire l'idée de devenir une chauve-souris. Putain, heureusement que c'est pas autre chose qui est passé par la fenêtre. Les criminels sont une bande de lâches superstitieux. Ma tenue devra frapper leur cœur du sceau de l'épouvante. Je serai une créature de la nuit, sombre, terrible. Ouais, non, c'est une idée de merde, en fait, je vais faire du yoga plutôt. Bruce Wayne combat donc le crime, aidé dans sa tâche par le commissaire James Gordon, ses très nombreux alliés, tous les Robins, toutes les Batgirls, toutes les Batwoman, mais aussi son fidèle majordome Alfred, etc. Bruce Wayne habite donc dans le manoir Wayne, avec sous le manoir la Batcave, où il range sa Batmobile, et tous ses Bat-trucs, donc notamment le costume du Chevalier Noir, qui a énormément évolué au fil des ans. Les cornes, ou les oreilles, on sait pas trop, la cape, le logo sur le torse, la ceinture, le slip ou non, les gants, les couleurs, avec parfois de très gros craquages. Je suis le Batman de Zur-En-Arrh, et ma crédibilité est totale. Tout à fait, Batman. Batman possède à sa ceinture tout un arsenal de gadgets, dont des batarangs, le bat-grappin, le bat... Je vous propose d'arrêter de dire bat avant tous les objets, parce que ça va vite me briser les bat-burnes. Des traceurs, des menottes, des grenades à fumée, des explosifs, une petite scie rotative, de la kryptonite, parce qu'on sait jamais, des bombes soniques, une fourchette et un couteau, un stylo, un mini-frigo, des enceintes 75 watts, un pot de fleurs, un chihuahua, le tout pour la modique somme de 5000 € TTC. Batman, c'est toute une esthétique qui va du gothique au kitsch en passant par le cartoon. C'est aussi l'un des tout premiers super-héros tels qu'on les connaît aujourd'hui, en fait, le deuxième, juste derrière Superman. Batman est surtout réputé pour être un super-héros sans super-pouvoir, contrairement à... Colossus, Plastic Man, Deadpool et Aquaman, Lobo, Wonder Woman, le surfeur d'argent et Spider-Man, Spawn, Captain Marvel, Buffy, la torche humaine, Shadowcat, le faux Captain America, la chose, Vision, la chatte noire, Blade et la panthère noire, Black Canary, The Crow et ma Frost Diablo, Green Lantern, Jean Grey, Flash et Charles Xavier, Tornade et Cyclope, Venom et Deathstroke, Henry Pym, Miss Hulk, Doctor Strange et Hulk, la sorcière rouge Namor, la femme invisible et Thor, Supergirl, Constantine, Daredevil, Wolverine, Luke Cage, Superman, Hellboy et Iron Man. Ta gueule, Plectrum. Mais Batman, si c'est d'abord des comics, c'est aussi bien d'autres choses. L'univers de Batman a été adapté dans tout ce qui peut supporter une adaptation, et donc principalement en films, séries et jeux vidéo. Grâce à l'une des vidéos d'un de mes illustres confrères, vous connaissez mieux la série des années 60, mais la toute première adaptation de Batman en film, ou serial, puisqu'il s'agit de 15 épisodes d'une demi-heure, remonte à 1943. Exceptionnellement, pour vous donner une idée du truc, je vous propose un petit bout de film. Bon, déjà, ça sent bon les années 40. Rigolez, mais la Batcave n'existait pas dans le comics à l'époque. C'est ce serial qui a inventé la Batcave, et le comics l'a repris plus tard. Pareil, au départ, Batman défendait New York, et ce n'est qu'en 41 que Gotham est né. Bien qu'à la base, Gotham soit un des surnoms de New York en fait. Bon, là il a l'air de bien se faire chier, mais je vous rappelle qu'en 43, Batman en comics, c'est ça. Au moins, le costume de Robin peut pas être aussi raté... Ah bah si. They represent American youth who love their country and are glad to fight for it. Wherever crime raises its ugly head to strike with the venom of Très fidèle adaptation de la Batmobile. Batman and Robin strike also.
And in this very hour when Bref, donc vous aurez compris l'ambiance, mais je vous replace au décor. En 43, Bane, Harley Quinn, Mr. Freeze, Ra's al Ghul, tout ce beau monde n'existe pas, et a fortiori Spider-Man, Iron Man, les X-Men et compagnie non plus. Ils n'apparaîtront que dans une trentaine d'années, et la Batmobile de l'époque, c'est ça. Du coup, ce serial n'est pas ringard, bien au contraire, il est visionnaire comme on n'imagine même pas. Ils remettent donc le couvert en 49 pour un autre serial. Je vous replace le Batman de l'époque en comics. Voilà. Oh mon dieu, le Joker utilise des sons très très forts, nous sommes perdus. Donc, quand la série de 66 débarque, et avec elle le film, beaucoup de progrès ont été faits. Oh, quelle sardine! Apporte-moi la bombe spéciale pour les requins! Une farce par jour rend le cœur moins lourd. Noblesse de la part de cet animal de s'être placé sur la trajectoire de cette torpille. Beaucoup de progrès ont été faits, mais beaucoup de progrès restaient à faire. Hein. Si on continue dans les films, le prochain c'est le Batman de Tim Burton, qui est pour moi le meilleur film Batman réalisé à ce jour, pour 5 raisons. La Batmobile est trop classe, ce film a inventé le Bat-grappin, véridique, Tim Burton a eu les couilles de changer l'histoire de Batman, le costume, la Batcave, Gotham, tout dans ce film est juste tellement Batman, et enfin, dernière raison, lui, Jack Nicholson, est le Joker, le plus Joker de tous les Jokers. Et venez pas me parler d'Heath Ledger. Ledger était bon, il était excellent, mais Nicholson was the man. Je pourrais en parler en profondeur, mais il me faudrait un point culture sur le Joker, donc on va juste se contenter de passer au film suivant. Batman le défi, réalisé encore par Tim Burton, avec des personnages tout opposés, comme on en trouve souvent chez Burton, avec des morts symboliques, la mort d'Oswald Cobblepot qui renaît en pingouin, la mort de Selina Kyle, qui se fait symboliquement violer par des chats, les créatures les plus démoniaques de l'univers, et qui ressuscite en Catwoman, etc. Ensuite, on a Batman Forever, fluo, mais sauvé du désastre par le seul acteur auquel le fluo va bien, c'est-à-dire Jim Carrey. Le seul problème, c'est que Joel Schumacher avait pas l'air au courant que l'homme mystère et double face ne sont pas le Joker. On passe à Batman et Robin, et on l'oublie très vite, parce que bon, échec en série sur ce film. Puis arrive la trilogie Nolan avec Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises, sur lesquels je ne vais pas m'étendre parce que vous les connaissez aussi bien que moi, mais si vous voulez mon avis sur ces films en 2 mots chacun, plutôt impressionnant, très bon, grosse déception. Batman, c'est aussi des séries animées avec la toute première en 1968, en même temps que le film plus ou moins, et niveau esthétique, on reste sur une base assez semblable. Épilepsie. On enchaîne avec The New Adventures of Batman en 77, Greetings, Bat fans. This is Batman. And Robin, the boy wonder. And me too. Stop! Alors pour ceux qui se demandent ce que c'est cette petite merde, c'est Batmite. Batmite, c'est un petit personnage qui vient d'une autre dimension et qui fait de la magie. Ça fait genre tout sauf Batman, mais voilà, il a existé quoi. Ensuite, plus de séries avant l'adaptation la plus culte de l'histoire du Chevalier Noir. Nerdgasm de toute ma génération dans 3, 2, 1... Ce générique est bon! Cette musique est bonne, les voix des personnages sont géniales, c'est cette série qui a inventé le personnage d'Harley Quinn. D'ailleurs, depuis cette série, les adaptations en série animée de Batman se sont multipliées. The New Adventures of Batman en 97, puis Batman Beyond en 99, qui est une série un peu spéciale puisqu'il s'agit de Batman 20 ans après la retraite de Batman. Donc en fait, la série crée un nouveau héros, de nouveaux méchants, un nouveau décor, et elle appelle ça Batman. La nouvelle série Batman en 2004 avec des graphismes tout à fait dégueulasses comme toutes les séries actuelles où l'esprit de Batman se fait sauvagement fister le cul et donc Batman l'Alliance des héros qui est un bon gros retour aux années 60. En termes de jeux vidéo, le nombre de jeux vidéo Batman est impressionnant parce que vous dites sûrement, jeune que vous êtes, qu'il y a eu 3 jeux vidéo Batman, la série des Arkham et donc 2 ou 3 jeux avant aussi pour les vieux. Il y a 29 jeux vidéo Batman et je vais parler de chacun d'entre eux parce que je suis un fou dangereux. Le tout premier Batman sur Amstrad CPC, prépare-toi pour la claque visuelle et auditive de ta vie.
c'est du lourd. Batman The Caped Crusader en 88, les 3 jeux inspirés du premier film sorti sur Amiga entre autres, sur NES et sur Mega Drive. Ensuite, le premier Batman sur PC Engine qui ressemble pas mal à un Pac-Man d'ailleurs. Pac-Man! Ensuite, le Batman sur arcade, également sorti sur Atari, on est toujours en 90. Puis on quitte les adaptations du film pour Batman Return of the Joker sur Game Boy, où de toute évidence on interprète un Batman obèse. Ensuite, le jeu Batman Returns adapté du deuxième film de Burton qui existe en 8 versions différentes. Amiga, Atari, Game Gear, Master System, Mega Drive, Mega CD, MS-DOS, NES et Super NES. C'est le même jeu, il a le même nom, sauf que licence différente, gameplay différent, tout est différent, sauf que c'est le même jeu. Ensuite, il y a 2 adaptations de la série animée, donc Batman The Animated Series sur Game Boy et The Adventures of Batman and Robin, ou plutôt avec l'accent du gars qui faisait les pubs dans les années 40, The Adventures of Batman and Robin, sorti sur Mega Drive, Mega CD et Super NES. Ensuite, on passe aux 2 adaptations de Batman Forever, la première ayant été portée sur Game Boy, Game Gear et Mega Drive et Super NES, et la seconde sur PlayStation et Sega Saturn. Arrive ensuite le légendaire Batman et Robin sur PlayStation, Batman Beyond Return of the Joker sur Game Boy Color, Nintendo 64 et PlayStation, Batman Chaos in Gotham sur Game Boy Color, Batman Gotham City Racer, le jeu de voiture le plus chiant sur Batman, Batman Vengeance sur les consoles de la 6ème génération, Batman Dark Tomorrow pour Xbox et GameCube, les jeux éducatifs Batman Justice and Balance et Batman Toxic Chill sur PC et Mac. Comme Batman, apprends à bien te brosser les dents avant de poutrer du méchant. Batman Rise of Sin-Tzu toujours sur les mêmes consoles, Batman Begins sur tous les supports de la 6G, le premier jeu Lego Batman sur Nintendo DS, PlayStation 2, PlayStation 3, PSP, Wii, PC, Xbox 360, puis enfin la trilogie Arkham avec l'excellent Batman Arkham Asylum, l'excellentissime Batman Arkham City, et l'épisode qui sent un peu la fin de vie de la 7G, Batman Arkham Origins, à venir en octobre. En plus de ces 3-là, nous avons aussi accueilli sur nos consoles Lego Batman 2 et l'adaptation de Batman The Brave and the Bold sur Wii et DS. Pas sûr qu'une adaptation était nécessaire. Mais si Batman est ce qu'il est aujourd'hui, si chaque super-héros au monde est ce qu'il est, c'est grâce aux méchants qu'il affronte. Et mes amis, comment pouvais-je faire un point culture sur Batman sans vous présenter un top 20 de ses ennemis? Et une fois n'est pas coutume, je vais vraiment faire un top 20, c'est-à-dire un classement pour finir par le meilleur. Numéro 20, donc, Anarchy, de son vrai nom Lonnie Machin, qu'on ne prononcera pas à la française. Lonnie Machin. C'est un rebelle qui s'élève contre les injustices politiques et philosophiques. Alors, je sais ce que vous vous disiez. Vous vous disiez que vous allez poster un commentaire parce que j'ai fait une faute de conjugaison. Non, sérieusement, vous vous dites que ce personnage est un pur copier-coller de V dans V pour Vendetta, et vous n'auriez pas spécialement tort. Mais le costume d'Anarchy est plus coloré, on peut être un activiste politique et avoir du goût. Numéro 19, Deadshot ou Floyd Lawton, qui est un super vilain qui est réputé pour n'avoir jamais manqué sa cible. J'imagine que ça exclut les très nombreuses fois où il a raté Batman. Alors c'est un méchant compliqué puisqu'à la base, il est arrivé à Gotham pour faire le bien. Et il n'est devenu un super criminel que lorsqu'il a commencé à vouloir remplacer Batman. Mais le truc à retenir avec Deadshot, c'est... Cuir moustache. Cuir moustache. Cuir. Numéro 18, Killer Moth, de son vrai nom, Jerry Walker, est en fait l'anti-Batman, mais en mythe. C'est-à-dire mythe l'animal. En fait, c'est tout pareil. Il a une moth cave, un moth signal, une moth mobile. La seule grosse différence entre Batman et Killer Moth, c'est que Batman est le super-héros le plus classe de l'histoire de l'humanité, alors que Moth, comment dire... Essayons en chanson. Tiens, Plectrum ne me retient pas. C'est bizarre, ça. On l'a presque pas vu aujourd'hui, d'ailleurs. Ouah, il est sûrement occupé, on s'en fout. Donc, la grosse différence entre Batman et Killer Moth, c'est que Batman est génial, alors que Killer Moth... Tout le monde s'en fout. 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 Personne ne sait qui tu es, on s'en fout que t'aies même pu exister. Tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout. S'il y avait un prix pour manque d'intérêt, par défaut il te serait attribué. Tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout. Je te jure t'es aussi important que le cours des peluches Kirby en coton au Liban. Tout le monde s'en fout. Numéro 17, le Chapelier Fou ou Jervis Tetch. J'avoue que ça m'a un peu emmerdé de le mettre dans le top 20 parce que je le trouve tout pourri, mais il fait partie des ennemis de Batman issus de l'univers de Lewis Carroll et ils sont nombreux, donc c'était bien d'en mettre un, et si j'en mettais un, bah c'était lui. Il contrôle ton esprit grâce à un système caché sous son chapeau et il est obsédé par Alice au Pays des Merveilles. C'est pas exactement le méchant du siècle, mais voilà, il existe.
Numéro 16, Mr. Freeze. Mon bâtonnet tout glacé. De son vrai nom Victor Fries, Mr. Freeze est un scientifique cherchant à sauver sa femme d'une maladie incurable en la maintenant dans un état cryogénique, mais un accident a tué sa femme Nora et a fait de lui un mutant ne pouvant survivre à une température supérieure à 0 degré. Basiquement, c'est un ours polaire avec moins de poils. On se souvient très bien de l'interprétation de Schwarzenegger dans Batman et Robin, et comment oublier? C'est l'iceberg qui débarque, sans effet sur les cœurs de glace. Ne compte pas me mettre au frais. Prends pas froid, je te refroidis les branches. Reste cool. Qu'est-ce qui a tué les dinosaures? L'air glaciaire. Cool cette boîte. Tu sais garder ton sang-froid, Batman? Restez de glace. Je te refroidirai la prochaine fois. Je crois que j'ai jeté un froid. Ta gueule! Ta gueule! Sérieusement ta gueule! Sérieusement! Juste ta gueule! Ou je sais pas, fais une blague sur des problèmes de société, mais sur la glace, tu fermes ta gueule. Putain, c'est con, le personnage de base est tellement génial, Schumacher et Schwarzenegger auraient jamais dû lui faire ça. Numéro 15, un des méchants qui a le plus manqué au film Batman, l'épouvantail, ou Jonathan Crane. C'est un scientifique qui étudie la peur, et qui a mis au point une toxine réveillant les peurs les plus profondes chez les gens. Alors, je vous entends déjà, mais il apparaît dans tous les films de la trilogie de Nolan. Alors, il fait de très courtes apparitions dans The Dark Knight et The Dark Knight Rises, mais dans le premier, où il est censé être central, vous vous rappelez comment il finit? Zo, motherfucker, je suis l'épouvantail, et je répands la peur sur Gotham et... Ah putain de merde, ça pique, t'es vilaine, je me casse! Tiens, salut Geoffrey, ça boum? Numéro 14, Gueule d'Argile ou Basil Carlo, dans l'idée c'est un immense tas de merde, hein. C'est un mutant métamorphe, qui peut donc prendre l'apparence de n'importe qui, ce qui est très pratique pour induire le Chevalier Noir en erreur. À l'origine, c'est juste un acteur paumé qui décide de se prendre pour son personnage, mais suite à une histoire compliquée, impliquant d'autres gueules d'argile... Oui, parce que depuis le début, je fais style les super-vilains et les super-héros sont uniques, mais en réalité, il y a eu 4 Batman, 6 Robin, 3 Killer Moth, et donc 8 gueules d'argile. Oui, en termes de complications, les comics valent les mangas. Numéro 13, l'empoisonneuse, Pamela Hailey dans le civil et Poison Ivy en anglais. C'est une super criminelle écolo qui a un sérieux problème avec les plantes qu'elle considère comme ses enfants, qui leur parlent, les chouchoute, etc. C'est genre l'éco-terrorisme poussé à l'extrême. Un peu trop à l'extrême en fait. On a tous un ami ou une copine hyper concernée par l'écologie, donc super chiante, c'est genre non mais attends, tu te rends compte que tu te brosses les dents tous les jours alors qu'il y a des bébés phoques analphabètes en Afrique qui n'ont pas accès à l'eau potable. Donc bon, voilà, Poison Ivy c'est ça. Empire. Mais c'est aussi la rousse la plus sexy de l'histoire des comics. Numéro 12, le super criminel qu'en France on appelle l'homme mystère ou le Sphinx. On peut se targuer d'avoir une traduction super classe, hein, le nom du personnage original étant The Riddler, donc le poseur d'énigmes, on n'a pas la référence mythologique. Edward Nygma, de son vrai nom, est obsédé par les énigmes, les jeux de mots, bref, dans les soirées il pourrait être super cool, mais au lieu de ça, il tue des gens, et ça, c'est mal. C'est aussi l'un des grands absents des films Batman. Oui, non, alors ça, non, on va oublier, hein. Et ça, c'est plus Jim Carrey que l'homme mystère. Ça, c'est un peu le problème de Jim Carrey, c'est que quel que soit son rôle comique, ça sera toujours du Jim Carrey. Avant The Dark Knight Rises, des rumeurs circulaient comme quoi le 3e film de la trilogie serait avec l'homme mystère, incarné par Johnny Depp, David Tennant ou Leonardo DiCaprio. Et j'avoue que mon côté fan a eu 2 orgasmes non contrôlés d'affilée. Donc j'espère qu'un film avec un Nygma moins bouffonnesque que celui de Batman Forever se fera. Ce serait classe. Numéro 11, le personnage féminin le plus classe de DC Comics. De loin. Créé pour la série animée Batman de 1990, donner une copie de Joker sur le papier, c'était une grosse idée de merde. Pourquoi pas un chien aussi pendant qu'on y est. Et c'est là que débarque le docteur Arlene Frances Quinzel. Psychiatre à l'asile d'Arkham, supposé s'occuper du Joker, seulement ce dernier est tellement fascinant que le docteur en tombe éperdument amoureuse et qu'elle le rejoint dans la folie et le crime. Elle adopte un style vestimentaire qui, disons-le, envoie de la pizza au moineau et elle modifie son nom pour signer son attachement à la vie et à la mort avec le Joker. Elle devient Harlequin, Harley Quinn. Voilà! On atteint la 2e moitié du top 20 avec elle, et à partir de maintenant, il n'y a plus que du sur-lourd. Numéro 10, du sur-lourd au sens propre, ou en l'occurrence au sens sale, Killer Croc. Waylon Jones souffre d'un très léger problème de peau, qui rend sa peau toute écailleuse et hyper solide, et aussi vachement verte, et pour les besoins de la métaphore, il finit par développer une force surhumaine, pouvoir tenir longtemps sous l'eau et développer un odorat hors du commun, comme un crocodile comme par hasard. Avant, il affrontait des crocodiles sur un ring à main nue, jusqu'à ce que la mafia de Gotham décide qu'un mec aussi costaud, ça pouvait être utile. Et il a gardé son nom de ring, le crocodile tueur, Killer Croc.
Numéro 9. Alors c'est moins un super criminel qu'une identité. En effet, nous allons évoquer Red Hood, ou le chaperon rouge si on traduit littéralement, mais on traduit pas littéralement. En fait, le Red Hood, c'est un costume que des criminels donnent à un bouc émissaire afin de le faire passer pour le chef de l'organisation. Il y a surtout eu 2 Red Hood célèbres. Le premier s'appelait Jack, son nom de famille n'a jamais été mentionné. Donc Jack était un laborantin dans une usine de produits chimiques, puis il s'est essayé à la comédie et a fini par devenir un comique raté qui ne faisait pas la moindre entrée d'argent. Les choses se compliquent quand sa femme tombe enceinte et il décide donc pour sa femme, pour son enfant, pour sa famille, d'aider la mafia de Gotham à s'introduire dans l'usine de produits chimiques où il travaillait. Pour garantir son anonymat, il lui faut porter donc le Red Hood. Peu avant le coup, Jack apprend que sa femme est morte accidentellement, ainsi que son enfant. Et il essaie donc de se retirer du cambriolage, mais les criminels le forcent à aller au bout du projet. Mais la sécurité a été renforcée à l'usine, les mafieux se font tuer par la police et Batman arrive sur les lieux. Surpris, Jack s'enfuit en plongeant dans l'eau, saturé de produits toxiques. Les déchets toxiques rendent sa peau livide, ses lèvres et ses yeux rouge sang, ses cheveux verts, sa défiguration et la perte de sa femme et de son fils lui font perdre la raison. La suite, vous la connaissez. L'histoire du deuxième Red Hood célèbre, il tient un peu long aussi, donc on va un petit peu raccourcir le truc. Le Joker a tué le deuxième Robin, Jason Todd, mais comme la mort c'est juste une mauvaise grippe dans les comics, ce dernier est revenu, a volé son costume du Red Hood au Joker, et a juré de se venger de lui et de Batman qui ne l'a pas sauvé. Voilà, grosse ambiance quoi autour de ce personnage. Numéro 8, le professeur Hugo Strange. Alors, il paye pas de mine comme ça, parce qu'on dirait un peu un psychiatre fou dangereux, en fait il a l'air de ce qu'il est. Il est surtout connu pour avoir percé un jour l'identité de Batman et pour vouloir utiliser ce secret contre lui afin de prendre sa place. Bon, je sais pas vous, mais moi mon psy ressemble à ça, je lui dis rien. Allongez-vous et parlez-moi de votre enfance. Numéro 7, Solomon Grundy. Je sais qu'il est placé haut dans le classement par rapport à d'autres personnages qui auraient mérité quelques places en plus, mais je le trouve méga classe ce personnage. C'est un méga zombie. Tout le monde aime les méga zombies. Cyrus Gold était un marchand de la fin du 19e siècle qui se fit enterrer dans un cimetière qui accueillait des rites vaudous puis des déchets toxiques et tout ça combiné, ça l'a ressuscité. Mais la seule chose dont il se rappelait, c'était être né un lundi, comme dans la comptine de Solomon Grundy. Né un lundi, baptisé un mardi, marié un mercredi, malade un jeudi, à l'agonie un vendredi, mort un samedi et enterré un dimanche. Ainsi finit la vie de Solomon Grundy. Numéro 6, le pingouin, ou Oswald Cobblepot. Et là, je tiens à honorer le génie de Bob Kane et Bill Finger qui ont réussi à faire perdurer jusqu'à nos jours l'héritage d'un super vilain qui s'appelle le pingouin. Si je vous présentais un méchant qui s'appelle le Wistiti, ou bien plus dark encore, je sais pas, le Chihuahua, on est d'accord que non, quoi. Et là, franchement, je vous avoue que cette image ne m'inspire pas la terreur. Non. Et pourtant, le pingouin est un maître du crime sophistiqué, obsédé par l'ornithologie et possédant toute une panoplie de parapluies piégés, et il fait partie des adversaires classiques de Batman. Numéro 5, Bane. L'homme qui a brisé la chauve-souris, the man who broke the bat. Tous ont essayé et lui seul a réussi. Il a brisé le dos de Batman et l'a paralysé, le poussant à la retraite. Et c'est Azrael qui a endossé le costume de Batman après cet événement. Bane est doté d'une force surhumaine grâce au Venom dont son corps est constamment abreuvé, mais il est aussi très intelligent, il sait parler plusieurs langues, il s'y connaît en sciences, en histoire, il a une mémoire quasi photographique. Inutile de dire qu'on est assez loin de... Numéro 4, Catwoman, ou Selina Kyle. Là encore, beaucoup d'interprétations pour un personnage qui pourtant se résume assez facilement. C'est une cambrioleuse de rang mondial, déguisée en chat, avec laquelle Batman a une relation d'amour-haine tordue mais cohérente dans leur monde. Elle n'est pas vraiment méchante, c'est juste une voleuse, et sans doute le crush le plus connu de Batman. Et je pense que vous aurez compris vers laquelle des trois va ma préférence. Tu n'es pas Catwoman, bitch! Numéro 3, petit tir groupé sur deux adversaires de Batman de la même famille et d'importance quasi égale. Ra's al Ghul et sa fille Talia. Alors mettons déjà les choses au clair, ceci n'est jamais arrivé. D'ailleurs, simplifions les choses, ce film n'a jamais existé. Ou si, il a existé, mais Talia n'a jamais été dedans. Voilà. Non, parce que si c'est tout ce que vous savez de Talia al Ghul, vous ne savez rien. Ra's al Ghul est immortel grâce au puits de Lazarus qui lui permet de vivre depuis des siècles et c'est également un genre d'éco-terroriste, croyant que quand une ville atteint un certain niveau de corruption, une purification par la destruction de la civilisation est nécessaire pour protéger la planète. Inutile de dire que Batman n'est pas tout à fait de cet avis, mais ça serait plus simple s'il n'était pas amouraché de la fille de Ra's, Talia al Ghul, qui est donc la mère de Damian Wayne, le fils de Batman et le dernier Robin en date.
Ah là là, les histoires de famille, c'est compliqué. Numéro 2, Double Face. J'adore ce personnage pour plusieurs raisons. Alors déjà, son histoire est classe. Harvey Dent, grand ami de Bruce Wayne, se fait asperger la tronche par de l'acide par un des boss de la pègre qu'il espère descendre, en l'occurrence Salvatore Maroni, suite à quoi il sombre dans la folie et devient obsédé par la dualité, les opposés, par l'influence du hasard, la seule justice équitable d'après lui, ce qui explique pourquoi il tire à pile ou face chacune de ses décisions. Mais surtout, ce que j'aime bien, c'est que son apparence permet de faire des doubles faces d'à peu près tout et n'importe quoi. Regardez, le Docteur, Pikachu, Geoffrey Baratheon, Kratos, un Schtroumpf, Mathieu Sommet et même Batman. Et enfin, numéro 1, il n'y avait pas beaucoup de suspense, aucun super vilain ne lui arrive à la cheville. Je veux bien sûr parler de... Non, en fait, je voulais aussi parler de Zaz, de Black Mask, du Ventriloque, mais bon, c'est un top 20. Et le plus grand adversaire de Batman, le seul prince du crime, tout comics confondu, celui qui fait de Magneto, du Dr Doom, de Darkseid et de Galactus réunis sa petite pute, c'est le Joker. Ce personnage est tellement profond que chaque interprétation qui en est faite est juste. C'est à la fois un fou dangereux, mais le seul personnage lucide sur sa folie. Comme s'il était le seul à savoir qu'il est un personnage de comics, et que sa mort n'est jamais une vraie mort, que sa vie n'est jamais une vraie vie, comme s'il savait qu'il ne peut rien contrôler et que ça l'éclate de voir que Batman et les autres super-héros essaient de sauver le monde, que les auteurs, scénaristes, réalisateurs prendront toujours un malin plaisir à malmener. Le Joker est bien plus qu'un super criminel, c'est le personnage le moins fictif de l'univers de Batman, et de fait, dans ce monde de folie, il est le roi. Bien, ce point culture a déjà trop duré, donc on va pas s'éterniser les gens. Je vous propose toujours comme d'habitude de vous abonner si c'est pas déjà fait. Pour ceux qui ne sauraient pas, je fais d'autres types de vidéos, comme les joutes verbales dans ta face, les plectroscopes et les non-métabus que t'écoutes qui vont revenir, revus et améliorés, mais aussi d'autres vidéos plus indépendantes. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, je réponds presque tout le temps, sur Twitter parce que j'y laisse des indices déguisés sur les prochains points culture, en l'occurrence Born on Monday, sur Fanatic Game parce que c'est le premier réseau social pour gamers, et sinon sur YouTube vous pouvez mettre un like, c'est toujours apprécié, mettre un commentaire gentil ou non tant qu'il est constructif, c'est apprécié aussi. On se retrouve très vite pour la prochaine joute verbale et le mois prochain pour le prochain point culture. D'ici là, je vous souhaite de bonnes vacances à tous et je vous laisse avec un petit diaporama de l'évolution des personnages évoqués dans ce point culture, de leur création à aujourd'hui. À la prochaine tout le monde, ciao!